Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Ils étaient un peu plus de 6100 lycéens de terminale à se rendre aujourd'hui à leur épreuve de philosophie pour le bac. Un nombre d'élèves en hausse comparativement à l'an dernier, toutes filières confondues. Et pour qu'ils démarrent bien leurs examens, les membres de l'association Carutidège leur ont offert le petit déjeuner, de l'eau, des biscuits et une banane, de quoi leur apporter l'énergie nécessaire pour effectuer le job. Regardez. Alors, le but, c'est de proposer un petit déjeuner aux candidats au bac. On sait que la plupart des candidats ne mangent pas forcément avant de passer l'épreuve du bac. Donc, on a décidé avec un consortium d'associations de mettre en place un petit déjeuner composé par une diététicienne avec une bouteille d'eau, un biscuit sec et une banane. Ça peut paraître peu, mais cela est juste suffisant pour qu'ils aient l'apport nutritionnel nécessaire pour pouvoir passer les épreuves en toute sérénité. Que tous les parents ne peuvent pas acheter quelque chose à leurs enfants. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Pendant l'épreuve, ça peut nous permettre de nous réveiller un petit peu, on va dire. Le programme, on a commencé à le mettre en place en avril, à mettre toutes les opérations en place, chercher les partenaires afin de pouvoir envoyer les denrées, que ce soit sur Marie-Galante ou Saint-Martin. Et petit à petit, appeler tous les lycées pour pouvoir leur demander, leur proposer, même de s'associer avec les associations de parents d'élèves afin de pouvoir proposer un petit déjeuner équilibré aux candidats au bac. Donc l'association des parents d'élèves, c'est vrai que c'est eux qui ont organisé ça jusqu'à maintenant et on a innové cette fois-ci et puis fait appel à l'association Carutidège. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des professionnels de Guadeloupéens. Et puis ils s'occupent de tout de A à Z. Donc proposer un petit déjeuner aux élèves bien équilibré, dont une banane par exemple. Donc ça permet vraiment aux élèves d'être en bonne condition de travail pour démarrer la journée et démarrer l'épreuve surtout. Je pense que cette organisation est très bien, car c'est la première fois que nous avons des petits déjeuners à notre disposition. Donc pour ceux qui oublient des fois leur petit déjeuner, c'est super. Donc merci beaucoup. L'opération a été un franc succès. La majorité des candidats au bac ont pu saisir leur sac et ont pu partir avec un petit déjeuner de qualité. On a eu très peu de rejets, c'est-à-dire d'élèves qui ont laissé les sacs et qui n'ont pas mangé. Donc on peut dire que vraiment l'opération s'est bien passée. C'est avec plaisir qu'on a pu organiser ce dispositif. Et rendez-vous à l'année prochaine. Et la rectrice d'académie a donné le top départ du bac 2023 au lycée Sonny Rupert de Sainte-Rose. Un bac nouvelle version où les élèves semblent plus sereins. En mars dernier, ils ont d'ores et déjà passé leurs épreuves de spécialité et donc les matières à plus fort coefficient. Alors pour certains lycéens comme Vivien Lucina, la philo n'est qu'une formalité. Regardez. Ce sera la porte d'entrée pour l'université, puisque vous le savez sans doute, le bac est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ça vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur, l'université ou d'ailleurs ce qu'on appelle l'enseignement supérieur dans le scolaire avec les classes prépa ou les BTS. Donc c'est aussi un nouvel avenir qui s'ouvre pour vous et je vous souhaite pour votre bac et pour la suite pleine réussite. En vrai de vrai sans stress, comme elle a dit la rectrice tout à l'heure. Les grosses épreuves sont passées, là c'est la routine on va dire. Normalement mon bac je l'ai déjà, ça devrait aller. Gérer, ça dépend ce qu'on appelle gérer. Non en vrai je vise la moyenne, un bon 12. Je pense que ça fera l'affaire. Je suis contente d'être avec les lycéens du lycée de Sainte-Rose parce que c'est un moment toujours important que ce démarrage des épreuves du baccalauréat. Je suis venue les encourager et j'ai vu aussi toutes les actions mises en place par le lycée pour les faire réussir et pour les accompagner dans ce moment qui reste un moment important parce que c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur.
Ils ont eu un certain nombre d'épreuves, évidemment. Ils préparent par exemple le grand oral. Pour le bac blanc, on est dans un modèle qui est un petit peu différent avec les épreuves de spécialité qui ont déjà été passées au mois de mars. Mais en fait, ils ont eu des contrôles du même type que celui qu'ils peuvent avoir au cours du bac, en cours, dans le cadre du contrôle continu. Et on enchaîne avec la journée de recherche de l'Université des Antilles, l'occasion pour les universitaires d'identifier leur champ de compétences et mettre en place des collaborations afin de s'attaquer sérieusement aux problématiques guadeloupéennes telles que la gestion des sargasses. Le reportage. Comme vous le savez, nos régions, on est face à pas mal de défis. Ne serait-ce que les problèmes de sargasses, qui est nuisible vraiment au niveau de l'environnement. Donc pour ça, on ne peut pas répondre à ces problèmes chacun de son côté. Il faut absolument qu'on se mette ensemble pour pouvoir répondre. Donc c'est pour ça que nous sommes là, identifier nos champs de compétences, parce que nous sommes une université pluridisciplinaire. Donc on a tout ce qu'il faut, je pense, pour pouvoir essayer de répondre à ce problème. Ça c'est très important, les échanges, parce que comme je disais, c'est identifier nos champs de compétences. Pour identifier nos champs de compétences, c'est pas restant dans nos laboratoires respectifs. Il faut absolument qu'on se voit pour dire, OK, moi j'ai fait dans la pollution, j'ai fait dans ceci, j'ai fait dans tel domaine et dans tel domaine, identifier. Et à partir d'une fois qu'on échange pour identifier, là naissent des collaborations. Et ces collaborations, ça nous permet effectivement de d'identifier quel est le problème sur nos territoires où on peut vraiment s'attaquer. Et ce qui est bien, c'est comme j'ai dit, nous avons maintenant des gens pour nous accompagner. L'université aura bientôt une direction de la recherche pour nous accompagner dans ça, pour qu'on puisse maintenant ne se concentrer qu'à la recherche. Et maintenant, en plus, avec l'Europe, comme la région, effectivement, on a actuellement des moyens, des sources financières beaucoup plus adaptées. On n'a pas à compétir avec les organismes de recherche, on n'a pas à compétir avec les autres. Nous sommes des porteurs, nous sommes des coordinateurs. Donc on peut porter des projets adaptés à nos régions et avoir des financements. Et afin de se préparer au mieux à la survenue d'un tsunami, le service de prévention des risques de la ville de Pointe-à-Pitre organisait aujourd'hui un exercice grandeur nature. Le reste en images. Ben oui, on doit l'imaginer, on doit anticiper, à pas les tomber sur nous qui réagissons. Donc, faut nous intégrer la culture du risque. Et c'est pas des petites expériences comme ça. Donc, aujourd'hui-là, nous avons fait en faux, mais faut nous savoir à tout moment peut tomber sur nous en vrai. Donc, moun la pointe, moun Guadeloupe, apprendre pas paniquer. C'est ça nous avons dit aujourd'hui-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un exercice grandeur nature avec la mise en place de ce projet aujourd'hui d'évacuation coordonné par le service de prévention des risques de la ville de Pointe-à-Pitre que dirige Monsieur Minachi. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train d'évaluer la capacité de la population à réagir efficacement. Nous sommes dans une phase d'encadrement. Nous allons être dans un scénario assez simple, simuler un tremblement de terre qui serait suivi d'un tsunami. Et aujourd'hui, il faut simplement encadrer l'exercice d'évacuation. Nous sommes à la rue Frébeau, c'est le lieu de l'exercice. Et donc, naturellement, nous allons travailler avec les commerçants, avec le public sur place, pour pouvoir évaluer leur capacité de réaction face à un risque majeur. Ceci est un exercice face au risque sismique. Restez au milieu de la rue. Dans la réalité, il vous faudra vous éloigner des bâtiments, rejoindre les points les plus hauts de la ville pour anticiper une réplique éventuelle ou un éventuel tsunami. Les refuges potentiels sont la place des Camilles des Moulins, la place Goubert, le cimetière de la ville et le parvis de la BNP. Mais pour l'instant, on regarde, voir quel est le taux de réaction des occupants des boutiques, puisqu'on a tellement averti qu'il y aura un exercice qu'on essaie de voir quels sont ceux qui, spontanément, y croient. Parce que le fait que ça soit annoncé d'avance, il y a peut-être, ils prennent un peu de temps pour sortir. Peut-être qu'il fallait le faire, mais le jour où il y aura un tsunami, je me demande bien, est-ce que les gens auront le temps de courir? Est-ce que les gens, puisqu'on met des barrières, donc les voitures sont garées, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont courir dans tous les sens. On verra pas la mer arriver, hein. Donc nous, on est au premier plan.
fallait faire cet exercice-là. Tout comme il y a des exercices à faire pour le cyclone, pour le tremblement de terre. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut préparer la population au cas où. Un reportage signé Michel Depape. Et afin de protéger la biodiversité, le gouvernement a acté la mise en place d'un fonds vert de 2 milliards d'euros, de quoi financer pas mal de projets, dont certains en Guadeloupe, dont un particulièrement qui vise à améliorer l'assainissement et réduire l'impact sur l'environnement. Il faut savoir que quand même 3/4 des stations d'épuration en Guadeloupe dysfonctionnent, ne fonctionnent pas du tout. Donc toutes ces eaux usées vont forcément quelque part et je vous laisse deviner où. Je vous aide un peu la nature, tout simplement. Regardez. Je suis venue signer une dotation fonds vert qui va permettre d'accompagner un projet qui est un projet résilient, qui va permettre donc de lutter contre l'érosion de la biodiversité, donc de la protéger et également de lutter contre les risques d'inondation. Et donc ce qui pourrait évidemment avoir un impact sur les biens. C'est important de venir signifier l'aide qui est aujourd'hui acquis grâce au fonds vert. Un fonds vert que je rappelle de 2 milliards d'euros, 150 millions dédiés à la biodiversité. Et ce que j'annonçais évidemment aux acteurs aujourd'hui, c'est que la Première ministre a redit il y a quelques semaines que ce fonds allait être pérennisé. Et donc les 2 milliards d'euros au minimum vont être reconduits dans le cadre du fonds vert l'année prochaine. Il y a des attentes très fortes sur le territoire de la Guadeloupe. Je le sens, il y a beaucoup de projets en attente. Nous souhaitons dynamiser les aires éducatives. Et nous avons la Première ministre qui a annoncé maintenant il y a 3 semaines le fait que nous passions de 1000 aires éducatives aujourd'hui à 18 000 aires éducatives en 2030, ce qui est un pas extrêmement important. La Guadeloupe y participe déjà beaucoup avec plus d'une 50aine d'aires éducatives à son actif chaque année. Et donc je souhaite évidemment passer un message à l'ensemble des acteurs et leur dire qu'on a toute confiance dans le fait qu'ils puissent booster les aires éducatives et faire en sorte d'être encore le premier département à en faire sur son territoire parce que la biodiversité ici le nécessite, il faut qu'elle soit protégée. Ce qu'il s'agit de l'assainissement collectif, il y a un travail à 4 qui est opéré depuis maintenant quelques mois. La situation n'est pas acceptable pour les Guadeloupéens. Et donc nous avons choisi d'agir ensemble pour pouvoir justement faire en sorte de retrouver des normes respectées parce que nous avons aujourd'hui trop d'eau qui n'est pas assez assainie et qui a un impact évidemment mauvais sur les écosystèmes. Et en attendant les dites solutions, notez que la baignade est interdite sur le site de la rivière de Ferry ADS suite à une contamination bactériologique avec des germes E. coli. En l'occurrence, les germes E. coli, quand vous entendez parler de ça, en fait, ce sont des matières fécales. Et à contrario, à Petit-Bourg, la baignade est de nouveau autorisée à la cascade, aux Écrevisses et à Bras-David. On se penche maintenant sur les acteurs majeurs de l'insertion en Guadeloupe et de la formation qui étaient réunis à Morne-à-l'Eau pour la 2e foire aux questions d'emploi. Regardez. Il s'agit de la 2e édition de la FACEF, la foire aux questions d'emploi et de formation. Donc l'année dernière, nous avons organisé cette manifestation qui se propose de rassembler en un seul lieu. Et le même jour, tous les acteurs majeurs de la formation et de l'insertion de la Guadeloupe. Nous proposons 28 formations au sein du régiment de service militaire adapté. On sera là pour les écouter, pour les orienter et aussi pour leur donner goût à l'effort parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de leur donner envie de venir chez nous. Ils pensent que c'est un cadre militaire dur, mais sincèrement, nous sommes là pour les aider et pour qu'ils réussissent et surtout qu'on puisse les insérer dans la vie active avec un savoir-être et un savoir-faire. Actuellement, je suis en service civique au Moule. Et pour enchaîner l'année, je suis venu à cette porte ouverte pour pouvoir m'insérer dans le monde professionnel plus facilement. Donc mon but étant de trouver une formation et pouvoir m'épanouir dans cette formation et qui sait aller ailleurs, en France, tout ça, pour pouvoir continuer mes études. Chez nous, on propose un titre pour agent de propreté d'hygiène qui se déroule sur 6 mois. Nous proposons aussi une découverte pour les jeunes de 16 à 25 ans sur les métiers du numérique, donc toute la nouvelle technologie qui est en train d'arriver. Donc là, c'est là où on se démarque, on propose quelque chose d'innovant et nous faisons savoir de base, donc c'est réconcilier la personne avec la langue française et l'écrit, bien sûr. Et en ce moment, nous avons mis les passes langues, anglais et espagnol.
Donc ça permet sur des courtes durées de se former sans trop avoir de contraintes, on va dire. Je n'ai eu que des bons renseignements, donc ça c'est bénéfique. Je me suis inscrit dans plusieurs groupes, sur WhatsApp ou inscrit dans leur système et je vais attendre leur réponse. J'ai aussi reçu des adresses mail pour pouvoir envoyer mes CV et avoir des réponses futures pour mes formations à venir. On fait la chose la plus importante, l'insertion professionnelle des jeunes et justement on espère qu'ils seront aujourd'hui ici sur le forum, venir prendre l'information parce que nous on est là avec eux et on espère que voilà, ils vont pouvoir poursuivre et venir dans nos accompagnements. Sans ces événements, les jeunes ne pourront pas se lancer d'eux-mêmes. Je connais beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer eux-mêmes dans ce genre de projet, qui n'arrivent pas à trouver le moyen d'y accéder. Et avec ces genres d'événements, tout est à portée. Monsieur le maire Jean Bandaille a voulu imprimer cette mandature d'un accompagnement très fort de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il a décidé de faire monter au niveau d'une direction un service qui existait déjà, qui s'appelait le service insertion jeunesse et qui est maintenant la direction de la formation et de l'insertion. Un reportage de Brian Losbar et Solène Fèvre. Et le département signe aujourd'hui son 10e contrat pays avec la commune de Terre-de-Haut. La collectivité majeure entend accompagner la municipalité dans le cadre du projet de déchetterie sur la création d'un tiers-lieu pour la population et la rénovation de l'ancienne caserne où il y aura peut-être éventuellement un petit musée. Tiens, pour le coup, le reportage. Je suis un maire heureux et aussi heureux pour ma population, bien entendu, puisque ce sont des engagements de campagne que nous avons contractualisés avec la population il n'y a pas très longtemps et qu'aujourd'hui, le président du département a respecté son engagement en faisant d'aujourd'hui, le 14 juin, cette signature de contrat pays. Oui, ce n'est qu'un satisfecit, effectivement, en ce sens que, au travers de ce contrat, nous allons aborder plusieurs améliorations. Effectivement, aujourd'hui, nous signons le 10e contrat pays. J'ai eu l'occasion de dire que je veux considérer la Guadeloupe avec son caractère archipélagique, puisque nous sommes constitués de plusieurs îles et nous avons déjà signé avec Magalante les 3 villes, avec Terre-de-Bas. Aujourd'hui, c'est Terre-de-Haut qui montre bien cette prise en considération du caractère archipélagique de la Guadeloupe. Je me suis engagé vis-à-vis de l'équipe municipale pour que nous puissions très rapidement les accompagner. On connaît quels sont les besoins. Tout nous arrive par la mer. Donc, naturellement, avec le projet de la déchetterie, nous avons vu effectivement notre arrière-quai s'amenuiser en termes d'espace. Et donc, le peu d'espace aujourd'hui doit être repensé. Et l'aménagement d'une plateforme de déchargement s'avère indispensable, parce que ça n'a pas été prévu dans le projet déchetterie. Donc, j'ai expliqué au président qu'il nous fallait agir dans l'immédiateté, car tout nous arrive par barge. Donc, c'est une question qui nous préoccupe, mais pour laquelle aussi le président a été très sensible et tient à nous apporter une solution concrète aussi dans les meilleurs délais. La culture n'est pas en reste, car nous avons proposé la mise en place, la création d'un tiers-lieu, d'une médiathèque, espace qui sera ô combien important pour notre jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes. Donc des choses qui sont au niveau de culture, qui, j'ai envie de dire, qui étaient en jachère depuis nombre d'années et qui demain va trouver une concrétisation avec la rénovation de l'ex-caserne. On voit de par la bâtisse, les murs, que c'est un bâtiment très solide mais qui peut être encore plus beau, notamment avec l'aide du 1% artistique. Et sur 2 niveaux, donc je pense qu'on peut très bien concevoir une petite salle d'exposition qui met en valeur les artistes locaux, aussi les artistes de Guadeloupe et pourquoi pas d'autres artistes internationaux qui pourront, à travers des séjours, des petites contributions pédagogiques, venir ici sur le site et valoriser cette future bibliothèque multimédia, ce tiers-lieu que tout le monde espère de ses voeux ici à Terre-de-Haut. Donc une très grande satisfaction et ce que je souhaite, c'est que nous puissions concrétiser tout cela, donc des travaux qui commenceront dès le mois de juillet. Et en parlant de concrétisation
de projet du département. Je reçois maintenant Jean-Louis Francisque, maire de la commune de Trois-Rivières. Bonsoir Monsieur Francisque. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de Anne Berthier-Boudon, directrice exécutive de la Poste de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Et quand je parlais de concrétisation effectivement de projets du conseil départemental, c'est que pendant la période Covid, sur la commune de Trois-Rivières, vous aviez mis en place justement des portages de repas, notamment pour les personnes âgées. Une opération visiblement que vous souhaitez pérenniser. Alors oui, effectivement, c'est une pérennisation qui a pu être concrétisée dans la mesure où avec notre partenaire La Poste, nous avons pu déjà depuis près de 2 mois lancer officiellement ce portage de repas sur la ville de Trois-Rivières. Donc nous en sommes fiers et satisfaits parce que une telle opération doit être portée aussi par des partenaires et notamment le conseil départemental, le président du conseil départemental qui accepte toujours d'être à nos côtés, mais aussi il nous a fallu un partenaire opérationnel, un partenaire privé, et ce partenaire donc c'est la Banque Postale avec la directrice régionale ici présente et qui pourra en dire plus dans le cadre de sa participation. Est-ce qu'on peut dire justement que le portage de repas sera une nouvelle activité à la Poste, sachant que vous vous rapprochez de plus en plus de vos clients? Oui, tout à fait. C'est une façon de diversifier notre activité. Donc nous avons les facteurs qui sont là 6 jours sur 7, qui vont voir tous les concitoyens. Donc le portage de repas, c'est une manière aussi d'être au plus proche des concitoyens. Donc avec la mairie de Trois-Rivières, nous avons fait ce contrat et nous apportons le repas tous les jours, donc 6 jours sur 7, aux personnes qui sont désignées par la mairie. Alors comment réagissent les facteurs? Est-ce qu'ils sont contents de leur nouvelle mission? Oui, on a des personnes dédiées à cela qui sont très contentes parce que ça leur permet d'avoir d'autres missions, d'être plus proches des clients. Ils ont une mission sociale puisqu'ils font un lien. Non seulement ils apportent le repas, ce qui permet aux personnes de bien manger, ça c'est la première chose, mais ils ont aussi un rôle de veille sociale. Donc ils voient si la personne va bien. Jeter un œil justement oui, sur... tout à fait. C'est le deuxième rôle de cette mission et qu'a souhaité Monsieur le maire, c'est qu'il vérifie que la personne aille bien, qu'elle a bien mangé son repas la veille. Donc voilà, il y a un rôle social, un lien social qui est créé. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que la ville de Trois-Rivières est une terre d'expérimentation pour ce projet? Alors, expérimentation, oui. Je pense qu'il faut se lancer. Nous avons une population qui attend de ses élus des actions. Alors, même si elles ne sont pas encore réalisées par d'autres, nous sommes prêts, nous sommes toujours volontaires avec notre CCAS, notre directrice et l'ensemble des élus composant ce CCAS, le conseil d'administration. Oui, nous avons décidé de pouvoir nous lancer. Aujourd'hui, nous avons des retours satisfaisants dans la mesure où nous avons effectué une sortie sur le terrain en compagnie de la directrice. Alors, vous comprenez, une telle action, on ne peut pas se déplacer sans notre partenaire. Donc, nous avons été sur le terrain à la rencontre de ces bénéficiaires et le retour qui nous a été fait était un retour positif. Et on se dit, voilà, c'est un CCAS en action, c'est un CCAS qui travaille, même si, vous savez, quand vous êtes en politique, vos opposants n'ont à la bouche qu'un seul mot, que vous ne faites rien. Mais nous disons, merci à notre partenaire, la ville de Trois-Rivières travaille, il suffit d'aller sur les réseaux pour pouvoir regarder les différentes actions que nous menons depuis déjà quelques temps. Et est-ce que la Poste fait du pied éventuellement à d'autres élus? Tout à fait. Parce que plus le marché sera grand, mieux c'est pour vous dans tous les cas. Oui, on est en pourparlers sur d'autres signatures de contrats. On passe donc avec une société qui, elle, prépare les repas et nous, on livre les repas. Et donc, oui, on est en pourparlers avec d'autres communes de Guadeloupe pour porter les repas à domicile. On le fait aussi avec des sociétés d'HLM qui décident aussi d'avoir une veille sur leurs locataires, donc sur les personnes les plus vulnérables. Et ça permet aussi de non seulement porter le repas, mais aussi de vérifier que tout le monde va bien. Et comment peut-on bénéficier justement de ces repas? Alors, dans un premier temps, vous devez pouvoir déjà décider d'accepter ce portage de repas. C'est la première décision. Elle se prend en famille, en concertation entre les éventuels bénéficiaires et leurs enfants, le plus souvent. Ensuite, ils se présentent au niveau du CCAS afin que nous puissions instruire la demande et permettre à ceux que leur maman ou leur papa bénéficient de ce portage de repas. Donc les conditions d'accès, c'est plus pour les personnes vraiment âgées? Alors, non, des personnes qu'on pourrait qualifier de sensibles, âgées, oui,
mais on peut ne pas être âgé. Pour vous, c'est peut-être à partir de 70 ans, ouais, vous savez. Monte un petit peu. Non, mais vous savez que quelquefois, selon les épreuves de la vie, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui fasse que vous soyez seul, que vous n'ayez pas d'enfants à proximité. Et c'est la raison pour laquelle le CCAS de Trois-Rivières et son partenaire La Poste sont là pour vous tendre la main, vous ouvrir les bras et dire aux enfants, oui, nous pourrons prendre en charge la distribution et le portage de repas auprès de votre famille, le faire en sécurité, le faire de manière aussi, d'une manière qualitative, c'est important, c'est un service de qualité et nous tenons à pouvoir le... Côté humain, bien entendu, le relationnel, l'humain qui est au cœur de notre politique, au cœur de notre vision. Et avec La Poste, nous allons poursuivre d'autres actions. Le portage de repas, c'était la première marche, mais nous allons pouvoir poursuivre des actions de communication auprès de notre population, auprès des administrés de Trois-Rivières, pour leur permettre d'être au top. S'agissant des risques, très prochainement, nous ferons une action et d'autres actions viendront. Nous sommes une équipe en action et nous comptons bien à pouvoir le montrer à notre population. Qui prend en charge financièrement? Alors, c'est vrai qu'il y a une participation des parents, une participation communale, une participation, bien entendu, du département, pour permettre à ce que les repas soient, bien entendu, inférieurs au coût de revient. Dans tous les cas? Oui, absolument. Et qualitativement, de bons repas? Alors oui, de bons repas. Nous, on les fabrique pas, hein, on les distribue, mais on s'engage... Un bon prestataire, tout à fait. Et on s'engage à les distribuer en respectant la chaîne du froid, bien entendu. Donc il y a des formations, hein, nos facteurs ont été formés pour respecter cette chaîne du froid, respecter toutes les mesures d'hygiène. Et d'ailleurs, quand ils vont chez la personne, ils vérifient aussi qu'il n'y ait pas d'anciens repas qui soient dans le frigidaire, et auquel cas, ils les jettent... pour pas risquer, évidemment, que la personne ait des problèmes de santé suite... Tout ça est compris tout ça est compris, livraison. tout à fait. D'accord. C'est compris dans la prestation. D'accord. Donc La Poste est en train de basculer dans le social, très clairement. Ah ben, La Poste a un rôle, effectivement, social, bien entendu. Monsieur Francis, oui. Combien de personnes sur votre territoire sont déjà concernées? Alors déjà, nous sommes à 23 bénéficiaires, des personnes qui ont décidé, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, quelquefois, nous sommes toujours en attente pour certains. Hein. Certains peuvent être en attente, attendre de voir si le système ou l'organisation fonctionne bien, s'il y a de bons retours. À l'heure où nous parlons, nous disons que ces 23 personnes sont satisfaites. Nous l'avons vérifié sur le terrain. La Poste aussi fait des mesures de petites enquêtes quelquefois pour s'assurer que le service soit bien fait voilà, de la part de ses agents. Nous aussi, nous faisons nos petites enquêtes. Nous disons qu'il n'y a aucune crainte. Il faut faire confiance à ce service et permettre à ce que plus de bénéficiaires puissent disposer d'un portage de repas à domicile. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous présenter justement le dispositif de portage de repas mis en place en partenariat avec la ville de Trois-Rivières et la Poste de Guadeloupe. Donc on peut dire que c'est une première expérimentation à votre échelle, mais une opération qui peut être déployée sur tout l'archipel et aider justement certaines personnes à recevoir un peu de visite, ne serait-ce que ça, à avoir de bons repas à un prix quand même abordable. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.